Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur et je suis super contente que tu aies voté pour ce contenu. Alors, si tu n'as pas voté pour celui-là, je suis désolée. Je suis sûre que le contenu pourrait te plaire. Alors, bien évidemment, c'est une vidéo euh, qui va faire aussi appel à tes croyances, à tes convictions, qui va parler peut-être de sujets intimes, de sujets tabous. Alors n'hésite pas à revenir sur cette vidéo un petit peu plus tard si tu ne te sens pas prête à travailler avec tes ancêtres, parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet dont nous allons parler. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, pourquoi? Parce que dans le passé, il y a quelques années, j'ai déjà fait un travail avec mes ancêtres. J'avais d'ailleurs à l'époque réalisé un tarot challenge sur mon compte Instagram qui avait quand même pas mal plu. J'avais fait ça à la période d'Halloween, période automnale. Mais sache que tu n'as pas besoin d'attendre cette période en fait pour travailler avec tes ancêtres, avec la généalogie, avec tes lignées. On peut faire ce travail-là n'importe quand. C'est vrai qu'en France, ou bien de façon générale, on aime bien prêter la saison de l'automne à ce travail avec les défunts ou alors avec les lignées ancestrales, mais ce n'est pas une période, un travail qui est limité dans le temps à une période de l'année. C'est juste que peut-être, alors selon tes croyances, on a une barrière qui s'estompe un petit peu entre le monde que l'on connaît et le monde un petit peu plus subtil vers la période automnale et de Samhain, je sais jamais comment on le prononce parce que c'est pas forcément dans ma pratique quotidienne, mais tu n'es pas obligé d'attendre l'automne pour réaliser ce travail. Donc, c'est une vidéo qui m'a demandé quand même quelques recherches, quelques réflexions un peu poussées parce que même si j'avais entamé ce travail-là, c'est pas quelque chose que j'avais mis par écrit, c'est pas quelque chose que je transmettais, si on peut parler de transmission, ou plutôt que je partageais. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour si jamais tu as visionné la vidéo jusqu'au bout. Alors, sache que ce que je vais te partager aujourd'hui relève d'un travail personnel. Donc, c'est pas une vérité absolue qu'il faut prendre comme pour acquis. Je t'invite vraiment à faire ce travail par toi-même avec le tarot, le petit, le normand, ou un autre support que tu jugerais bon pour toi et facile d'utilisation. Mais c'est, on va dire, ma vidéo, c'est un premier step, un premier pas vers l'analogie de cette thématique en fait avec le tarot. Et tu verras, je te réserve un petit bonus puisque quand j'ai réalisé euh, mon travail, je me suis dit, il faudrait que je le fasse pour le petit Lenormand, parce que le petit Lenormand, c'est un petit sniper, je trouve, pour tout ce qui relève comme ça des choses précises, des lieux, des événements, des objets, etc. Et je trouvais ça aussi super intéressant de le réaliser sur ce support supplémentaire, notamment si tu souhaites faire des tirages combinés tarot et petit Lenormand. Parce que moi, à l'époque où j'ai réalisé ce travail avec mes lignées ancestrales, j'utilisais pas forcément le petit Lenormand, donc c'est quelque chose là de nouveau que j'ai fait spécialement pour cette vidéo. Alors, comment ça va se passer? J'essaye de terminer l'intro rapidement. Je vais te présenter un petit peu les mots-clés, les événements en lien avec la généalogie ou le travail des ancêtres dans les arcanes du tarot, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Et ensuite, j'ai réalisé, comme je te le disais, ce petit travail aussi avec le petit Lenormand. Et j'ai réalisé aussi un petit carnet de tirages avec quelques tirages qui nous servent à débuter en fait un travail avec les ancêtres. Et j'ai condensé tout ce petit contenu, enfin ce petit contenu, ce gros contenu quand même, faut l'avouer, dans un e-book que je te mettrai à disposition. Alors je sais pas trop où, comment, etc. J'ai pas forcément envie de partager ça gratuitement parce que
Ça, c'est quand même un gros travail et en plus, c'est un travail, qui a été, personnel de prime abord que je j'avais pas forcément prévu de partager. C'est avec plaisir que je le fais, bien évidemment, mais j'ai pas envie que ce soit un lien de téléchargement sauvage, que n'importe qui peut, télécharger et partager, en se l'appropriant. Donc je sais pas encore comment je vais réaliser ça. N'hésite pas à me dire d'ailleurs, en commentaire si jamais ce e-book t'intéresse, puisque c'est vraiment un condensé écrit de tout ce que je vais t'annoncer ici, avec des espaces pour inscrire tes tirages, etc. Et au moins, ça rassemble l'ensemble des mots-clés au sein d'un même endroit. Mais peut-être que j'aimerais le partager avec un don libre juste pour la symbolique du soutien que tu pourrais apporter à mon travail. Ça pourrait me permettre par exemple de rembourser un petit peu mon abonnement pro Canva par exemple. Enfin, c'est vraiment symbolique, hein. Je n'exigerai rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le don libre, parce que j'ai juste pas envie. J'aime te partager du contenu. J'ai pas envie qu'il soit distribué à n'importe qui. Et en même temps, j'ai pas envie, moi, de m'imposer la création d'une auto-entreprise et de me mettre une pression supplémentaire à un quotidien qui est déjà très chargé. Donc, c'est vraiment pour la symbolique. Et encore, je sais pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas si je vais le mettre à disposition ou si je vais le faire. Donc n'hésite pas à m'aiguiller en commentaire si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, sinon la question ne se pose pas. Donc trêve de blabla, j'en ai fini avec cette introduction hyper longue et on va tout de suite passer à la pratique. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? Parce que oui, j'ai quand même pris des jeux pour t'illustrer mes propos. Sinon, ça risque d'être long de me regarder pendant 1 heure et demie blablater sans les cartes. C'est les cartes quand même qui nous intéressent. Donc j'ai pris mon JK Tarot pour illustrer mes propos. Alors sache que il existe des jeux dédiés au travail avec les ancêtres. D'ailleurs, j'en parle dans ce e-book parce que j'ai eu besoin d'écrire et de construire cette vidéo. C'est à la base pour ça que ce e-book existe. Et et qu'est-ce que j'allais dire? Et je te mets en fait des exemples de jeux que tu peux utiliser pour le travail avec les ancêtres. Mais sache que c'est un tarot classique comme celui-ci convient très bien. Tu peux aussi utiliser un tarot de Marseille qui convient bien aussi. Juste attention, moi les mots-clés que je te donne ici, c'est avec le tarot Rider-Waite-Smith principalement. Puisque il existe quelques différences en fait avec le tarot de Marseille. En tout cas, ma base principale c'est celle-ci, même si c'est vrai que parfois il m'arrive de mixer un petit peu les deux concepts de jeu, tout simplement parce que moi j'ai été formée entre guillemets par les programmes de Iéna et que Iéna, rien que dans son Soul Shadow Tarot, elle mélange Rider-Waite-Smith et Marseille. C'est un mélange des deux. Donc, alors des fois il m'arrive de l'appeler le mat, des fois il m'arrive de l'appeler le fou par exemple pour la première carte. Et symboliquement aussi dans les interprétations que je fais, ça m'arrive de mélanger un petit peu des deux, notamment sur les arcanes majeurs et parfois aussi les personnages de cour qui je trouve sont différents du tarot Rider-Waite-Smith. Donc voilà, c'est parti pour les majeurs. Donc le principe de la vidéo là, c'est que pour chaque arcane, chaque carte, je vais t'annoncer ce que moi je considère comme signification en lien avec le travail des ancêtres. Donc des fois mon regard va bifurquer par là parce que j'ai pris mes notes, hein, je connais pas tout par cœur et donc ne t'inquiète pas et focalise-toi sur ma voix et sur le visuel des cartes parce que ce tarot est très sympathique. Alors c'est parti, on y va avec le fou. Alors donc le fou, c'est assez simple, c'est l'archétype de l'enfant. Donc ça peut représenter les enfants ou alors une personne jeune qui peut être immature, insouciante ou imprudente. Ça peut aussi représenter une personne qui est en errance familiale, un ancêtre qui pourrait être exilé ou un ancêtre pardon qui a rompu
avec les liens avec la famille. Puisque voilà, le fou, c'est un petit peu le marginal du tarot. Ensuite, je vais passer assez rapidement hein, parce que on a 78 cartes et normalement dans cette vidéo, je vais aussi inclure le petit Lenormand. Donc j'essaye d'y aller quand même assez rapidement. Donc on a la carte du magicien. Le magicien, c'est l'archétype de l'adolescent. Il peut aussi représenter une personne débrouillarde, inventive, habile. Donc ça peut être un ancêtre aussi qui débute dans la vie active, puisque le magicien, c'est celui euh, qui possède pas encore de réelles compétences, mais on va dire qu'il a un certain bagou qui lui permet, sans avoir déjà expérimenté les choses, de pouvoir se lancer. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un ancêtre qui débute dans la vie active, ou alors un ancêtre qui est le premier de la lignée A. Par exemple, le premier de la lignée a entamé des études, des longues études par exemple. Ça c'est quelque chose qui ressort aussi, enfin qui peut ressortir assez souvent. Alors après, ça dépend de quel milieu tu es issu, mais les longues études à l'époque, sur les ancêtres qui remontent, c'était pas non plus donné à tout le monde. Donc, par exemple, le magicien, ça peut représenter cet archétype-là. Alors, ensuite, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'archétype de la grand-mère. C'est la personne qui détient ou qui cache un secret de famille. C'est un ancêtre qui aussi accorde de l'importance à la religion. Parce que la grande prêtresse, symboliquement, elle peut aussi représenter l'église ou la femme religieuse. Ensuite, pour l'impératrice, là on reste dans les bons vieux clichés, c'est l'archétype de la figure maternelle ou de la femme enceinte. Elle peut donc représenter soit une grossesse ou alors une naissance, surtout par exemple si elle est combinée avec l'as de coupe, ou alors le soleil par exemple. Et c'est un ancêtre maternel, créative et aimante. J'essaye quand c'est vraiment des personnages, des personnages, hein, par exemple, on a l'empereur ou l'impératrice, contrairement à la tour. Quand c'est des personnages, j'essaie de te représenter, de te donner en fait des petits traits de caractère parce que ça peut être intéressant quand tu pioches, quand tu tires une carte qui représente un ancêtre, ça peut te donner des traits de caractère. Donc ensuite, l'empereur, c'est l'archétype de la figure paternelle, du chef de famille ou aussi par exemple du militaire. C'est un ancêtre qui peut être strict, influent et qui prend des décisions pour la famille. Donc je t'ai pas précisé au début de la vidéo, mais comme on parle d'ancêtre, etc., je pourrais avoir des mots assez durs qui peuvent paraître misogynes, etc. Mais c'est le langage aussi de l'époque, hein, parfois. Donc, on s'adapte au temps d'avant et donc voilà, ça peut te choquer, mais sache que c'est pas ma réelle façon de penser. C'est juste que c'est un langage qui est adapté au langage de l'époque ou en tout cas à ce que nos ancêtres ont vécu, hein, on se met réellement à leur place. Et aussi parfois je vais citer peut-être des événements qui peuvent être traumatisants pour toi. Alors si c'est traumatisant, déjà j'en suis désolée, mais peut-être aussi que si ça te choque, c'est justement parce que soit toi-même tu as vécu des choses de vraiment pas marrantes, ou alors tes ancêtres ont peut-être vécu ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, si tu te sens pas prête, pas prêt à réaliser ce travail, n'hésite pas à y revenir un petit peu plus tard. Alors, pour la carte du hiérophante, c'est l'archétype du grand-père, du veuf, ça peut, mais moi je le vois vraiment plus comme l'homme religieux ou l'église en elle-même. Hein, on sait que la foi, avant, elle avait quand même une place beaucoup plus importante dans notre vie, dans notre façon de nous comporter ou dans notre façon de vivre tout simplement qu'aujourd'hui. Donc ça peut, c'est pour ça que je précise que ça peut tout simplement être l'Église ou l'homme religieux. C'est un ancêtre qui possède des croyances familiales assez fortes, liées justement sûrement à la religion.
mais aussi aux mœurs de l'époque, hein. La place de la femme est à la maison avec les enfants. Tu vois, c'est des croyances de ce type-là. Ça peut représenter aussi les traditions ou les promesses ancestrales, le mariage arrangé ou le mariage sous contrainte religieuse. Je te donne un exemple très concret. Une femme de l'époque qui est tombée enceinte sans être mariée, et ben parfois elle était contrainte de se marier avec le père en question, ou par exemple si le père était parti à la guerre, et ben ça arrivait qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas le père de l'enfant, ok? Ensuite, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux vont représenter l'archétype du couple ou alors des amants, l'union interdite, l'adultère ou le triangle amoureux, surtout par exemple si elle sort avec une carte de la papesse, ça peut représenter un amour secret, ou alors avec le 3 d'épée, par exemple, qui est combiné à la carte des amoureux, ça peut représenter justement le fait d'être trompé, ok? Donc à chaque fois, je te donne comme ça des mots-clés, mais sache que l'interprétation de la carte dépendra toujours des cartes qui vont sortir à côté, hein. C'est pour ça, c'est vraiment des pistes pour t'aiguiller dans ton travail, mais ça va jamais être l'amoureux c'est ça et rien d'autre. Et si tu as une carte qui dit complètement l'opposé à côté, et ben c'est pas ça, ok? La carte du chariot, c'est l'événement qui peut bousculer ou perturber l'ensemble de la famille. Ça peut aussi être un déménagement important, une migration aussi par exemple, pour si par exemple tu as des ancêtres qui viennent d'Asie par exemple, qui sont arrivés en Europe, ça peut être ça. Le départ en guerre aussi, surtout par exemple s'il sort avec l'empereur, on part en guerre pour protéger sa famille, son pays, etc. Un accident de la route aussi, ça m'est arrivé de l'avoir. J'avais mon arrière-grand-mère qui a eu un accident de la route. Cette carte était sortie avec, je sais plus, avec une autre carte, hein. Du coup, ça peut pour moi vouloir dire ça, en tout cas chez moi. Et aussi un ancêtre qui est déterminé, ambitieux, confiant. Ensuite, on passe à la carte de la force. La carte de la force, pour moi, c'est l'ancêtre combattant ou combattante. Souvent, je trouve une femme qui a subi des épreuves, car, par exemple, qui a perdu son mari et qui doit se débrouiller seule, qui doit porter la famille à bout de bras, alors que bah, les femmes ne travaillent pas. Ça peut représenter, par exemple, les femmes qui ont commencé à travailler pendant la guerre, pendant que les hommes étaient partis en guerre, etc. Ça peut être le combat physique aussi contre la maladie. Euh, Surtout si elle sort avec des cartes comme celle du 5 de denier, par exemple, et aussi une personne courageuse et endurante. Alors, je fais une petite aparté, je l'ai pas écrit dans le e-book, mais pour moi, en combinaison, par exemple, avec une carte comme celle du diable, ça peut être bon, j'essaye de dire ça avec des pincettes, mais je pense pas que ça existe, le fait de forcer quelqu'un à avoir des relations. Je vais essayer d'éviter de dire le mot, voilà. Pour moi, ça peut être ça aussi. La carte de l'ermite. Alors l'ermite, il représente, enfin c'est l'archétype d'une vieille personne, une personne âgée, mais surtout du solitaire ou alors du veuvage. Vivre une vie de solitude par choix ou non. Je pense aussi au fait, par exemple, d'avoir un ancêtre qui a fait de la prison, par exemple, ou alors qui a été retenu contre son gré, surtout si elle sort avec une carte comme la carte du pendu ou la carte hmm, du 8 d'épée et encore. Ouais, je dirais plus l'ermite et le pendu combinés ensemble, ça peut être le fait d'être immobilisé, d'être emprisonné.
Alors, la carte de la roue de fortune, elle va représenter les cycles répétitifs, un événement qui vient complètement bouleverser le destin de la famille, ou alors d'une personne de la famille. La carte de la justice, elle va représenter l'archétype de l'homme de loi, de l'homme de loi, de la justice en elle-même, et elle peut aussi représenter des procès, un acte notarial, surtout si par exemple on a la justice et le 10 de denier par exemple. Ça peut être un acte ou un procès lié à l'héritage, des choses comme ça. Le mariage légal aussi, si par exemple on a la justice avec le hiérophante, ça peut être le mariage, comme je le disais, par convention, ou si par exemple on a la justice avec le 2 de coupe, c'est un mariage plutôt euh, aimant, un mariage avec de réels sentiments. Pareil pour la justice avec l'amour, par exemple. Ou alors, à contrario, un divorce. Donc là aussi, ça dépendra de avec quelle carte elle sort. Donc vraiment, à toi de faire tes analogies, tes combos, etc. La carte du pendu. Alors, la carte du pendu, pour moi, dans le travail ancestral, c'est une carte assez difficile. Ça va parler de sacrifice volontaire pour les autres, au sens symbolique, mais aussi au sens réel, puisque pour moi, il peut représenter le fait de mettre fin à ses jours, je vais éviter de dire le mot, ou alors une exécution. Parce que là, même s'il se sent, on dirait qu'il se sent bien, hein, ce pendu, à l'origine, c'était comment dire, une méthode pour, oh, j'ai les mots qui m'échappent. Une méthode pour punir les traîtres en fait, enfin pour montrer l'exemple. Et croyez-moi qu'à l'époque, il valait mieux la guillotine que d'être pendu comme ça par le pied jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc la carte de la mort, là aussi, d'habitude dans la carte de la mort, on dit toujours que ça représente pas le décès. Pour le coup, dans les lignes ancestrales, pour moi, si, ça va être le décès brutal, inattendu. Ça peut être pour moi aussi l'épidémie, surtout si par exemple on a la carte de la mort avec celle du monde, par exemple. Ça peut représenter l'épidémie. Pour moi, euh, si on a par exemple la carte de la mort avec celle de l'impératrice ou celle de l'as de coupe, pour moi ça peut être un avortement ou alors la perte d'un enfant. Donc, voilà, désolée, hein, c'est des choses qui sont vraiment pas marrantes, mais en général, on ne fait pas du travail avec les lignes ancestrales pour aller voir que tout va bien. Alors, il faut, c'est mon opinion, il faut parce qu'on n'a pas hérité que de choses pas marrantes. On a aussi hérité de force, de cadeaux. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, pour l'instant, je te donne juste mes analogies. Mais en général, on fait quand même ce travail-là pour aller chercher les traumas qui continuent aujourd'hui de nous impacter dans notre vie. Donc forcément, c'est pas des choses toujours très réjouissantes. Ensuite, la carte de la tempérance, elle va représenter l'archétype du médiateur, la guérison contre une maladie, ou par exemple la réconciliation familiale avec un ancêtre. Ensuite, alors attends, je prends mes autres petites notes. Hop. La carte du diable. Donc là aussi, on n'est pas dans une carte hyper marrante. On va parler d'addictions destructrices qui peuvent laisser des traces, hein, sur la lignée, comme l'alcoolisme, la prise de drogue, de stupéfiants, les violences physiques ou verbales, être sous emprise en général,
Quand je pense aux violences physiques, ça peut peut-être être le diable et le 10 d'épée par exemple. Diable, 3 d'épée, des choses comme ça. La carte de la tour, où là, pour le coup, j'adopte plus, pardon, une approche tarot de Marseille, puisque là, je parle surtout de la tour en tant que bâtiment, comme une maison par exemple. Ça peut représenter les accidents domestiques ou alors plus largement les accidents comme les incendies, la guerre, tout ce qui est destructeur. Et symboliquement, ça peut aussi être la violence au sein du foyer, notamment si par exemple on a une tour avec un empereur et par exemple un, ouais, une tour, un empereur et un as de coupe, ça peut par exemple représenter quand même certaines violences, certaines disputes au sein du foyer. L'étoile, là on a une carte un petit peu plus douce qui représente plutôt une aide extérieure précieuse pour la famille ou pour l'ancêtre en question. Ça peut représenter aussi le réseau, par exemple, si par exemple tu souhaites entamer un travail de recherche, pour moi, l'étoile, si elle sort en tant que conseil par exemple, ça pourrait être entame des recherches internet sur tes ancêtres ou ton arbre généalogique par exemple. Ensuite, on a la carte de la lune, où là aussi, la lune, on a des choses vraiment pas marrantes. Ça peut parler d'un secret de famille, de trauma enfoui, d'abus cachés ou des mémoires d'inceste. Voilà. Surtout si par exemple ça sort avec un 6 de coupe ou des choses comme ça. La carte du soleil, là on est sur quelque chose de vraiment très positif, parce que ça va parler d'événements heureux inespérés, comme un enfant miracle, comme la réussite financière après une longue période de pauvreté par exemple, ou alors la réconciliation d'un parent avec un enfant. Plus spécifiquement peut-être le père d'ailleurs. Des cartes qui se font la malle. Ensuite, on a la carte du jugement, où là aussi, on va plutôt parler de révélation d'un secret, d'une prise de conscience quand même de la part d'un ancêtre, ou alors un ancêtre qui trouve sa vocation. Ça va dépendre des cartes qui sont autour du jugement. Et enfin, pour les arcanes majeures, la carte du monde. Donc là, on va parler d'un ancêtre qui a voyagé ou alors qui a fait de grandes découvertes. Ça peut aussi être la paix dans la lignée ou alors un ancêtre accompli. Et après, plus largement, ça va parler du monde quand elle est combinée avec d'autres cartes. Hein, tout à l'heure, je te parlais de la pandémie, la carte de la mort et celle du monde, par exemple. C'est une épidémie qui est forcément mondiale ou en tout cas qui impacte beaucoup de monde. Donc j'en ai fini avec les arcanes majeures, j'espère que ça te plaît et que tu me suis toujours. Alors, on a l'archétype, on a la carte de l'as de bâton. On va commencer avec la suite des bâtons. Donc là, on va parler tout simplement de commencement, de nouveautés dans le milieu professionnel. Après, ça peut aussi symboliquement représenter le désir, notamment le désir sexuel, en fonction des cartes qui sortent autour. Si par exemple on a un diable avec un as de bâton, parler de pulsion. Le 2 de bâton, on est sur une hésitation souvent entre deux destins, entre deux pays, entre deux lignées, des choses comme ça. Le 3 de bâton, c'est la carte pour moi des grands départs, de l'ancêtre pionnier aussi. Pour le 4 de bâton, on est sur le foyer construit, le mariage heureux,
la stabilité. Pour le 5 de bâton, on est dans des conflits de territoire. Comme je te le disais tout à l'heure, si on a le chariot par exemple avec le 5 de bâton, ça peut être la guerre, le départ en guerre. Ça va être les rivalités familiales aussi, la jalousie. Pour le 6 de bâton, on est ici par exemple sur une victoire militaire, une victoire de guerre. Là aussi, hein, tout dépendra des cartes qui sortent autour. Et sinon de la réussite professionnelle d'un ancêtre qui sort du lot, qui est peut-être le premier aussi à accomplir quelque chose de grand, des choses comme ça. Pour le 7 de bâton, on est sur la défense du nom, d'un bien, ou alors la difficulté à se faire une place quelque part. Pour le 8 de bâton, on est sur la migration rapide, les déplacements, hein, la correspondance entre lignées, plus globalement des messages ancestraux en fonction de la carte qui va sortir à côté. Pour le 9 de bâton, ici, on est sur les blessures de guerre. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut ressortir. Les traumatismes aussi qui ont pu être transmis. On voit qu'on a un personnage éprouvé sur cette carte. Et le 10 de bâton, on est là sur le fardeau familial. La charge générationnelle qui peut être assez lourde à porter en fonction des traumas que l'on découvre. Sinon, par exemple, ça peut être, voilà, on a un fils aîné, par exemple, qui a perdu son père à la guerre. Et ben, son fardeau, ça va être de prendre soin de sa famille. Hein, ça fonctionnait un peu comme ça à l'époque. Hein. C'était l'aîné qui devenait le chef de famille, bon, s'il était suffisamment âgé, bien sûr. Mais ça peut représenter ce genre de fardeau. Je vais mettre les personnages... Non, je vais faire les personnages de cours tout de suite. Qu'est-ce que je raconte? Oui, comme ça, ce sera fait. Hop. Donc là, les personnages de cours, c'est aussi super intéressant parce que eux, ils vont vraiment représenter... Enfin, ils peuvent vraiment représenter des ancêtres. Et dans un exercice que je te donnerai aussi à la fin de la vidéo, tu verras que ils peuvent être intéressants pour représenter notre arbre généalogique. Donc le valet de bâton. Les valets, je les associe souvent à des enfants. Donc c'est l'enfant sportif, actif et aventurier. Hein, c'est celui qui aime être dehors, qui tient pas forcément en place, etc. Sinon, ça peut représenter aussi un intérimaire. Le cavalier de bâton, alors lui, c'est l'adolescent ou alors le jeune adulte qui aime voyager. Il aime découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux endroits. Il est ambitieux, il aime les conquêtes, qu'elles soient territoriales, comme je le disais, ou alors amoureuses aussi. Ça peut être un petit Don Juan, peut-être un petit coureur de jupons, on va dire. La reine de bâton, elle va représenter la femme indépendante, celle qui fait passer sa carrière avant sa vie professionnelle. Et aussi, par exemple, si on a une carte du diable, par exemple, combinée avec la reine de bâton, ça peut être, je vais éviter de dire le mot, mais la femme qui offre des plaisirs charnels, par exemple. Et le roi de bâton, alors lui, c'est l'homme charismatique, le décisionnaire. Alors il est apprécié en général, mais il peut aussi être un petit peu légèrement autoritaire dans sa vision des choses. Et en fait, ça représente souvent un leader, un manager, un PDG, un homme qui a un statut quand même assez important. Et donc là, on va passer à la suite des coupes. Je bois juste un petit coup. Alors, l'As de coupe, on est sur une nouvelle histoire d'amour fondatrice. Un flux d'amour qui est transmis également. Ça peut représenter la fécondité ou la naissance aussi. Le 2 de coupe, on est sur un mariage d'amour.
les relations amoureuses au sens général ou le couple. Le 3 de coupe, là, on est sur la célébration de quelque chose, mais également la fratrie qui est unie. Voilà. Le 4 de coupe, on est sur le désintérêt affectif. Un enfant qui a été délaissé, laissé pour compte. C'est ouais. Ça, par exemple, un 4 de coupe avec un 8 de coupe, c'est clairement un enfant qui a été abandonné pour moi. Ensuite, le 5 de coupe, on est sur la perte de quelque chose, en général de quelqu'un, hein, le deuil, qui est pas forcément résolu justement, on n'a pas réussi à faire son deuil, la tristesse familiale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un trauma, hein, quelqu'un qui n'a pas réussi à faire son deuil et qui peut toujours avoir un impact sur nous. Le 6 de coupe, on est sur les souvenirs d'enfance, les liens fraternels quand même assez forts, ou alors un enfant qui a été chéri. Surtout si on a par exemple un 6 de coupe avec un as de coupe, c'est vraiment l'enfant aimé, adoré. Le 7 de coupe, c'est les illusions amoureuses, les mariages malheureux qui peuvent être répétés, ça peut être des tromperies aussi, hein, le 7 de coupe. Tout à l'heure qu'on parlait de tromperie, effectivement, si on a un 7 de coupe avec un amoureux, par exemple, ça peut être ça. Alors le 8 de coupe, là, on est sur le départ d'un parent. Un parent qui a quitté le foyer, alors que ce soit pour un divorce, ou alors un départ en guerre, des choses comme ça. Un abandon affectif. Le 9 de coupe, on est sur le souhait qui est réalisé par la descendance en général. C'est le parent qui voit son enfant accomplir tout ce qu'il a rêvé pour lui. C'est souvent ça, une joie héritée aussi. Et le 10 de coupe, là, on est sur une famille unie, une famille idéale. Donc ensuite, au niveau des personnages de coupe, on a le valet de coupe, qui lui est l'enfant rêveur, émotif, sensible. Il peut aussi représenter un artiste. Le cavalier de coupe, on est sur l'adolescent ou le jeune adulte romantique, le gendre ou le mari idéal. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient faire la cour. La reine de coupe, on est sur l'épouse ou la mère de famille aimante et démonstratrice. Et le roi de coupe, là, on est sur l'époux, le père de famille protecteur. Ensuite, on passe à la suite des épées. Donc, l'as d'épée, on a sur une vérité qui est révélée, un serment aussi ancestral. Le 2 d'épée, on est sur un déni familial, un conflit qui est évité ou alors mis sous le tapis, tu vois, ou alors un choix impossible à faire. Pour le 3 d'épée, on est sur la trahison amoureuse, l'adultère, la douleur répétée aussi. Pour le 4 d'épée, on est sur la convalescence d'après-guerre. Ça peut aussi être une personne infirme, je trouve. Le silence imposé à quelqu'un. Si par exemple on a un 4 d'épée avec une papesse, par exemple, on impose de cacher quelque chose à quelqu'un. Et voilà, l'infirmité, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, pour le 5 d'épée, on est sur l'humiliation, la défaite, le déshonneur familial. Ça devait être quelque chose aussi qui revenait assez souvent, notamment chez les hommes, qui portent, on va dire, un honneur. Euh, voilà, ça peut le déshonneur familial peut passer par exemple par quoi? Je sais pas, un enfant qui refuse d'assumer d'aller en guerre. Ça peut être à l'époque, hein, sur une femme qui tombe enceinte avant le mariage, des choses comme ça. Le 6 d'épée, on est sur l'exil, la fuite forcée,
une migration qui est douloureuse, hein, on est forcé de partir, de quitter un pays, hein, on le voit là, ils sont 3 sur cette carte, c'est cette famille, on suppose, qui est dans l'obligation de quitter son pays, un pays en guerre par exemple, pour trouver une vie plus sereine ailleurs. Ensuite, pour le 7 d'épée, on est sur le vol, un secret honteux, une tromperie. Pour le 8 d'épée, on est sur alors ça va dépendre des cartes qui sortent autour, mais un mariage forcé, un enfermement aussi, on parlait de prison tout à l'heure, etc. Pour le 9 d'épée, on est sur de l'anxiété, des insomnies, de la dépression chez un ancêtre. Et enfin, le 10 d'épée, là on est sur la trahison, le massacre, la perte collective aussi. Et ensuite, on passe au personnage de cour des épées, donc le valet d'épée. Donc lui, c'est l'enfant intelligent, bavard, curieux, et il peut représenter l'étudiant. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais de le premier de la lignée à être avec le magicien. Si on a un valet d'épée avec un magicien, on peut dire que c'est le premier de la lignée qui va entamer des longues études. Le cavalier d'épée, on est sur un adolescent ou un jeune adulte qui est assez rebelle, qui aime diriger et convaincre les autres. Et ça peut être aussi celui qui va entrer en conflit avec la famille et qui pourrait, tu vois, être renié de la famille ou alors être en total désaccord avec sa famille. La reine d'épée, on est sur une figure féminine froide, forte et intelligente qui en général a vécu beaucoup d'épreuves. Alors je sais que dans le tarot, elle est parfois souvent représentée comme parmi les reines, la veuve du tarot. Ouais, alors je mettrais pas forcément le mot veuve, mais vraiment une femme qui a vécu des épreuves. Tu vois, je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, celle qui a dû s'occuper du foyer pendant que le mari était en guerre, des choses comme ça. Et le roi d'épée, alors là on est sur une figure masculine qui a des croyances rigides et qui a un mental assez dominateur. En général, il vaut mieux penser comme lui et agir en fonction de comment il pense, hein, parce que sinon il est capable de réprimander, on va dire, de façon assez sévère. Ensuite, la suite des deniers. Donc l'as de denier, c'est plutôt les legs fondateurs, un terrain de famille ou une maison familiale. Ça peut être ça. Après, ça peut forcément être l'argent, mais plutôt sur des notions, on va dire, d'héritage. Le 2 de denier, on est sur un équilibre fragile dans le domaine matériel, financier. Ça peut aussi être un partage d'héritage. Ça peut être des migrations aussi, des déménagements pour raisons financières ou matérielles. Pour le 3 de denier, on est soit sur un métier artisanal ou alors un métier qu'on transmet, tu vois, de père en fils, les savoir-faire transmis ou des œuvres collectives. Le 4 de denier, on est plutôt sur de l'avarice, la peur de perdre quelque chose, les biens qui sont bloqués. Si par exemple on a la justice avec le 4 de denier, ça peut être un héritage qui est bloqué par exemple. Le 5 de denier, on est sur la pauvreté, la faillite, la famine aussi. Le 6 de denier, on est sur une charité qui a été reçue ou donnée. Ça peut représenter par exemple des dettes non remboursées. On nous a donné ça et on n'a pas remboursé. Ça peut être un trauma aussi. Ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, on est comme ça. Si j'ai donné à quelqu'un et que je n'ai jamais reçu mon remboursement, aujourd'hui j'ai peut-être tendance à être comme ça avec mon argent. Tu vois? Super intéressant de travailler ça.
Ensuite, le 7 de denier, là, on est sur un travail récompensé après des années de travail. C'est aussi les bons investissements, par exemple, je sais pas moi, une famille qui a investi dans telle chose, bah, des années plus tard, les héritiers voient la couleur de cet investissement. Le 8 de denier, donc là on est sur des compétences aussi transmises, un petit peu comme le 3. Mais dans le 3, on est plutôt sur on apprend à quelqu'un à faire un métier, tandis que sur le 8, c'est plus, on va transmettre, je sais pas, comment on répare une voiture, tu vois, c'est des choses comme ça. Euh, de l'artisanat ancestral, ça peut être ça. La répétition d'un travail familial aussi. Pour le 9 de denier, on est sur l'indépendance financière, en général d'un ancêtre féminin. Ça peut être par exemple un veuvage prospère, hein, c'est la femme qui arrive à s'en sortir finalement toute seule parce elle a eu un bon héritage. Pour le 10 de denier, on est sur une fortune bien bâtie et protégée. Une lignée qui est stable, aussi bien dans l'aspect matériel que dans l'aspect humain. Un héritage vraiment assez solide. Donc, si jamais tu as ce genre de carte dans tes ancêtres, bah, je suis contente pour toi. Pour le valet de denier, on est sur un enfant travailleur, organisé et responsable. Ça va vraiment, le valet de denier, je trouve, être un enfant qu'on envoie dans les champs, tu vois, rapidement, qui à qui on demande assez vite d'aller au travail pour ramener de l'argent pour la famille, des choses comme ça. Et il peut représenter du coup un apprenti. C'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, hein, n'est même pas encore dans l'âge adulte, qu'on commence à le faire travailler ou qu'on commence à le former en vue qu'il ramène de l'argent un petit peu plus tard. Le cavalier de denier, alors là on est sur un adolescent ou alors un jeune adulte qui qui peut être un petit peu jalousé parce qu'il atteint rapidement un statut social, tu vois, qui est assez confortable. Donc c'est celui qui va avoir une bonne place au travail assez rapidement. Euh, du coup, il va avoir une situation confortable. Ça peut être celui qui trouve une épouse aussi assez facilement et rapidement. Enfin voilà, c'est vraiment celui qui, comment dire ça, qui à qui on promet une vie confortable parce qu'il arrive à gravir comme ça les échelons assez vite. Et ensuite, on a la reine de denier qui est la chef de famille qui maintient l'ordre et qui guide chacun à sa tâche. La reine de denier, contrairement aux autres reines, je trouve que c'est un petit peu celle qui, elle est un peu, tu vois, comme je le dis, c'est la chef de famille, elle est pas au-dessus de l'homme, mais l'homme, tu vois, il va plus, enfin, on verra après le roi, hein, mais elle va vraiment gérer tout le quotidien, etc. Elle va gérer l'éducation des enfants. Enfin, tu vois, c'est elle qui va prendre les décisions pour l'éducation des enfants, pour le foyer. Donc, elle a un peu plus de pouvoir, je trouve, que les autres reines, en tout cas en la présence d'un homme ou dans la famille. Et enfin, le roi de denier, donc lui, c'est la figure masculine qui va gérer les investissements et l'héritage de la famille. Lui, voilà, il va vraiment gérer tout cet aspect affaires, on va dire. Et comme il est occupé à tout ça, et ben c'est pour ça que la reine de denier a pas mal de pouvoir de décision parce que lui, il est un petit peu au-dessus de tout ça, donc il lui délègue complètement la gestion, on va dire, de la famille, puisque lui, il est plus occupé à gérer les biens, l'argent, etc. Ok? Donc voilà pour les analogies du tarot. J'espère que ça te plaît, que ça te parle. Et puis, bah, comme je te le disais, n'hésite pas à faire tes propres associations, à expérimenter hein, dans tes tirages. Tu risques de voir
que cette carte sort chez toi pour telle et telle raison, pour tel motif, alors que chez moi, c'est peut-être pas le cas. Donc, si tu veux bien, on va passer tout de suite aux significations du petit Lenormand. Comme ça, tu auras le même aperçu avec le petit Lenormand. Donc, j'ai décidé d'utiliser le Slavic Folklore Lenormand pour illustrer un petit peu mes mots-clés. Hop, c'est un petit Lenormand que j'aime beaucoup et qui va super bien, je trouve, avec le Dark Mansion Tarot. Trêve de blabla. Donc là, avec le petit Lenormand, on est sur des choses un petit peu plus concrètes, mais je trouve que j'ai quand même réussi à donner des exemples concrets avec le tarot. Donc, je sais pas s'il y a une réelle différence, mais tu me diras. Donc, la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est les nouvelles qui traversent un petit peu le temps. C'est le messager, tu vois. C'est des messages importants qui vont nous être transmis. Donc là, on est peut-être avec le petit Lenormand sur plus de détails, tu vois. Alors, le trèfle, c'est l'héritage bénéfique de la lignée en général, ou alors un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Le vaisseau, on est sur la migration, les ancêtres voyageurs. La maison, elle représente l'ancêtre en général, mais sinon ça représente aussi le domaine familial, les racines, le foyer. L'arbre, alors pour l'arbre, là aussi ça peut parler. En fait, je te disais la maison c'est l'ancêtre, mais non, c'est pas l'ancêtre, c'est l'arbre, l'ancêtre. Excuse-moi. Donc l'arbre, là on est oui sur l'ancêtre, sur les racines et la santé de la lignée. Pour la carte des nuages, on est sur ça peut être la confusion dans l'histoire familiale, les zones d'ombre, des choses qui sont pas connues. Pour la carte du serpent, on est sur la trahison familiale, des rivalités aussi. Pour la carte du cercueil, on va être sur les deuils non faits, un peu comme le 5 de coupe, les ancêtres qui ont disparu de façon tragique, les mémoires liées à la mort aussi. Pour le bouquet, on est sur un héritage positif, un cadeau ancestral ou des talents qui nous sont transmis. La carte de la faux, on est sur une rupture générationnelle, un destin interrompu brutalement, ou alors l'exclusion d'un ancêtre. Pour le fouet, on est sur des violences familiales, des disputes dans le foyer. Donc là aussi, tu vois, ça peut être intéressant de combiner tarot et petit Lenormand pour avoir un peu plus de précision. Les oiseaux, on est sur les rumeurs familiales, les cancans, la communication qui est interrompue ou rompue plutôt. L'enfant, ça va parler d'héritier ou alors d'enfant caché ou adopté, selon les cartes qu'il y a autour. Le renard, on est sur les manipulations familiales, les secrets liés à l'argent ou au travail. L'ours, pour l'ours, on est sur un ancêtre puissant et protecteur. Quand il va sortir, ça peut être un allié, tu vois, un ancêtre allié. Avec quel ancêtre est-ce que je peux me connecter pour faire telle ou telle chose? Les étoiles, en général, les étoiles, ça parle de dons transmis, notamment les dons psychiques. La cigogne, on est sur la naissance ou alors un changement ou un événement majeur dans la lignée. Le chien, on est sur l'amitié loyale, un ami de la famille.
Un ami, tu vois, qui serait presque intégré à la famille. Pour la tour, là on est sur la lignée noble ou alors l'isolement d'un ancêtre. La carte du jardin, on est plus sur ici la rencontre familiale. Par exemple, quand elle, bah, je trouve qu'elle pourrait faire penser à ça. Si tu veux recréer du lien avec ta famille, etc., je trouve que le jardin, ça peut représenter la cousinade, tu vois. Et sinon les mémoires collectives de la lignée. Ensuite, pour la montagne, alors la montagne, on est sur les barrières familiales, un fardeau à porter ou alors un secret qui est pas encore accessible. Pour la carte des chemins, on est sur une bifurcation dans l'histoire familiale, un choix déterminant qui a été fait par exemple par un ancêtre et qui peut amener la famille, je sais pas si ça sort avec un as de denier, bah ça peut être un ancêtre qui a fait un choix qui plus tard sort la famille de la galère financière, des choses comme ça. Les souris, on est sur les dépressions, les angoisses qu'il y a dans les lignées, les peurs qui sont héritées. Le cœur, pour le cœur, on est dans un foyer ou un couple heureux, un amour partagé. Pour la carte de l'anneau, on est sur le mariage, les promesses ou alors les pactes familiaux qui peuvent encore nous influencer aujourd'hui. Le livre, on est sur les secrets de famille, des mémoires enfouies ou un savoir qui est caché. Si par exemple tu avais une arrière-grand-mère voyante, médium, mais que c'était mal vu et qui peut cacher et ne pas transmettre ce savoir-là. La lettre, on est sur souvent les documents administratifs comme les documents liés à l'héritage. Ça peut être aussi un acte un contrat de mariage par exemple. Si elle sort avec les anneaux par exemple, ça peut être un contrat de mariage. La carte de l'homme, bah, c'est tout simplement un ancêtre masculin ou une figure paternelle. Pour la femme, c'est pareil, ancêtre féminin ou figure maternelle. Alors le lys, on est vraiment sur des traditions familiales, un héritage noble ou alors une morale imposée. Ensuite, la carte du soleil, on est sur le succès dans la lignée ou alors un ancêtre qui a brillé, qui a été reconnu ou qui a réalisé quelque chose d'assez grand. Pour la lune, on est sur la réputation familiale, la transmission émotionnelle ou entre femmes. La clé, on est sur la révélation d'un secret de famille ou alors une solution trouvée pour lever un blocage. Les poissons, on est sur un héritage financier, sur le commerce de manière générale, l'argent, les biens matériels dans la famille. L'encre, on est sur l'attachement d'un ancêtre à un lieu précis. Ça peut aussi être un ancêtre qui est immobilisé ou retenu quelque part, ou alors, en fonction des cartes qu'il y aura autour, être très fidèle à une tradition. Si par exemple on a l'encre avec les anneaux, par exemple, ça peut être un pacte qui a été scellé ou un contrat qui a été scellé avec quelqu'un. Et enfin, la dernière carte, celle de la croix. La croix, ça me fait un petit peu penser à la maison 12 des poissons. Ça va plus être le poids karmique, la souffrance transmise ou vécue, la foi aussi qui a pu engendrer de la souffrance. Une foi qui a été imposée, par exemple, des choses comme ça. Donc j'en ai fini avec mes associations tarot Petit Lenormand.
et je te retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, maintenant que nous avons établi quelques bases sur les cartes de tarot et le travail transgénérationnel, ou travail avec les ancêtres, appelle-le comme tu veux. Déjà, à quoi ça sert de faire un travail avec les ancêtres? Donc, je t'en ai un petit peu parlé au cours de cette première partie, mais il y a plusieurs utilités en fait à faire un travail avec ses ancêtres. D'une part, il y a un côté sympa où on peut aller à la rencontre de ces ancêtres que nous n'avons pas forcément connus. Alors déjà, quand on parle d'ancêtres, il y a plusieurs types d'ancêtres. Il peut y avoir des ancêtres de sang, où là, on est vraiment sur l'arbre généalogique, même si on est tous liés les uns aux autres, mais on est plus ou moins en ligne, on va dire, directe avec certains ancêtres. Plus on va remonter, plus on pourrait se sentir éloigné de cet ancêtre, mais parfois certains traumas sont tellement violents qu'on se rend compte qu'ils peuvent encore avoir un impact sur nous aujourd'hui. Donc le côté sympa, c'est d'aller à la rencontre de l'ancêtre et d'aller voir ce qu'il nous a transmis. Ce qu'il nous a transmis, ce que j'appelle un héritage cadeau, un héritage bénéfique, ou alors est-ce que il nous a transmis un héritage empoisonné, un héritage qui est plutôt un fardeau pour nous. Et ensuite, on va avoir des ancêtres de terre, par exemple les ancêtres qui ont, les personnes qui ont vécu au même endroit que nous, des choses comme ça. Par exemple, moi, tu vois, je suis issue du nord de la France. C'était une région, par exemple, très minière. Et ben, est-ce que ces ancêtres de terre ont eu un impact sur moi, sur ma vie, etc. Et ensuite, on va avoir des ancêtres, plutôt, par exemple, dans mon cas, les ancêtres féminines. Est-ce qu'elles ont eu un impact sur moi? Les femmes, qu'est-ce qu'elles m'ont transmis chez moi? Qu'est-ce qui et je pense, c'est mes croyances, qu'on prend, qu'on garde ou pas chacun des choses différentes. Heu et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des femmes plus féministes que d'autres. Ça, c'est mes croyances, mais parce qu'elles ont peut-être pris cette partie des femmes qui les ont précédées en elles et qu'elles ont cette mission, on va dire, de défendre les femmes, etc. Ce sont que mes opinions, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc c'est intéressant d'aller à la rencontre de ses ancêtres. Alors ici dans les tirages que j'ai construits, je me base quand même beaucoup plus sur les ancêtres de sang, quand même, mais libre à toi de les adapter en fait à des ancêtres de terre, par exemple, des choses comme ça. Donc ensuite, ça va être intéressant, je réfléchis en même temps, ça va être intéressant, par exemple, d'aller, comme je te disais, aller chercher les schémas répétitifs qu'il y a dans une famille. Est-ce que, par exemple, il y a eu beaucoup de femmes battues? Est-ce que, par exemple, il y a eu beaucoup de femmes qui élevaient seules leurs enfants? Est-ce que il y a eu beaucoup de tromperies dans le couple? Tu vois, des choses comme ça. Euh, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, ce genre d'événement? Et ensuite, du coup, une fois qu'on a identifié l'événement répétitif, quel impact ça a sur moi aujourd'hui? Comment ça se manifeste dans ma vie? Et ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est comment rompre ce schéma répétitif qui nous a été transmis et qui nous dessert plus qu'il nous sert. Parce qu'après, ça va aussi être intéressant d'aller chercher les héritages cadeaux, ce qui est bénéfique pour aller justement s'appuyer sur ça. De quel héritage bénéfique j'ai gardé en moi? Comment ça se manifeste dans ma vie aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux encore plus m'appuyer sur ces forces
plutôt que les héritages qui nous desservent. Donc voilà, je regarde un petit peu les autres tirages que j'ai faits, mais je pense que c'est principalement des tirages qui tournent autour de ça. Et oui, j'en ai un dernier aussi qui... on en a parlé un petit peu dans les associations de cartes avec tout ce qui est pacte. Est-ce qu'il y a eu des pactes de fait, des promesses de fait dans nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas, mais que nous avons gardées en nous aujourd'hui et dans le monde d'aujourd'hui, ça ne convient peut-être plus, ou alors dans la personne que l'on est, que l'on incarne aujourd'hui, ça ne nous convient peut-être pas, soit parce que c'est pas dans nos valeurs, ou soit parce que c'est pas du tout le chemin qu'on a envie de prendre. Et donc du coup, c'est aussi important, je trouve, d'aller chercher les pactes qui nous lient encore à un ancêtre. Et après, un exercice que je trouve super intéressant, c'est d'aller cartographier ses ancêtres. Alors, je vais essayer de te décrire cet exercice qui est super intéressant. Je vais prendre le tarot parce qu'il est déjà trié. Donc le but de cet exercice, ça va être alors soit de tirer, soit de choisir en conscience. À toi de voir. Si par exemple tu as envie de cartographier ton arbre généalogique très proche, avec des gens que tu as connus, bah peut-être que ça va être plus intéressant pour toi d'aller choisir ok, ma grand-mère c'est une reine de denier, mon grand-père c'est un roi d'épée. Mais si tu le fais par exemple avec des ancêtres que tu n'as pas connus, et ben peut-être que ça peut être intéressant de piocher les cartes et de voir par quelles cartes ils sont représentés. Donc après, à toi de voir si tu veux utiliser, par exemple, pour représenter tes ancêtres uniquement les arcanes majeures, uniquement les personnages de cour, ou alors tout le jeu. Ça, c'est libre à toi de faire ce qui te convient le mieux. Le tout, c'est de choisir un protocole et d'essayer de s'y tenir pour la prochaine fois où tu feras cet exercice avec peut-être des ancêtres plus éloignés. Tu peux peut-être, par exemple, commencer par la lignée maternelle, jusqu'aux arrière-grands-parents. Ou alors, tout faire d'un coup. Ça, c'est à toi de voir. Ça demande quand même beaucoup de temps. Donc, intéressant d'aller voir quelle carte représente ma grand-mère, quelle carte représente mon arrière-grand-mère, etc., etc. Une fois que tu as cet exercice qui est mis en place, enfin, ces cartes qui sont mises en place, ce qui va être intéressant après, c'est d'aller à la rencontre de chaque ancêtre. Donc, soit tu choisis un autre tarot pour avoir toutes les cartes en main pour effectuer ton tirage. Moi, c'est ce que je fais. En général, je prends les personnages de cour et j'identifie chaque ancêtre par un personnage de cour. Et ensuite, je prends un autre jeu intégral. Et pour chaque ancêtre, on va aller piocher. Et donc là, je te donne le tirage. Je fais comme si je mélangeais le jeu avec toi. Une fois que tu as cet ancêtre, tu vas tirer une carte. Hop. Qui est cet ancêtre pour moi? Quelle est l'énergie principale de cet ancêtre dans la lignée? Ensuite, carte numéro 2. Quel don m'as-tu transmis? Quel don, quelle force m'as-tu transmis? Ensuite, troisième carte. Quelle blessure ou quel poids t'appartient encore dans mon histoire? Là, tu vois, on voit que peut-être c'est un ancêtre qui a galéré financièrement, ou alors qui a eu un accident et qui après ne s'en sortait plus tout seul, etc. Ben, peut-être que ça a un impact encore sur toi aujourd'hui. Et ensuite, quel message ou conseil as-tu pour moi aujourd'hui? Une belle carte quand même, c'est un beau conseil. Challengeant, mais un beau conseil. Donc une fois que tu as fait ça,
pour chaque ancêtre ou pas, hein. Peut-être que tu voudras le faire qu'avec certains ancêtres en particulier parce que bah toi, par exemple, il y a pour ton arrière-grand-mère, il y a la reine de Denys qui est ressortie, et toi, tu t'identifies à la reine de Denys. Bah, peut-être que tu vas vouloir aller explorer le lien que tu as avec cet ancêtre en particulier. Moi, tu vois, à titre personnel, je, je suis née le même jour que mon arrière-grand-mère. Donc, j'y vois là un lien, arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, mais j'y vois un lien. Donc, c'est intéressant, tu vois, pour moi d'aller voir pourquoi est-ce que je suis née le même jour qu'elle alors que je devais pas naître ce jour-là. Je devais naître avant, normalement. Je suis arrivée après pour arriver le même jour qu'elle ou pas. Et en plus de ça, j'ai appris que cette arrière-grand-mère, moi, elle a mis fin à ses jours, tu vois. Donc, et c'est quelque chose que j'ai plus ou moins découvert avec les cartes et qu'on ne m'avait jamais dite. Et quand j'ai essayé de sonder ma grand-mère, donc qui était sa fille, et ben j'ai appris effectivement qu'elle avait mis fin à ses jours. Donc tu vois, alors on découvre pas toujours des choses marrantes, mais ça peut vraiment donner des pistes et des clés pour avancer. Donc une fois que tu as fait ça, ça va être intéressant d'aller voir les suites répétitives. Est-ce que dans ton exploration avec tes ancêtres, il y a beaucoup de bâtons qui pourraient représenter la colère, les guerres? Est-ce que dans ton exploration, il y a beaucoup de coupes qui pourraient ici venir représenter les blessures affectives? Après, ce qui est super intéressant aussi, c'est d'aller repérer les lignées en fonction des lignées. Est-ce que par exemple, la lignée paternelle semble plus blessée, avoir des traumas que ta lignée maternelle, par exemple? Et dans ce cas-là, bah, à toi de voir, est-ce que tu veux aller explorer les traumas? Et dans ce cas-là, tu vas vers ta lignée paternelle, ou est-ce que tu veux aller explorer les forces que tu peux tirer de ta lignée maternelle? Tu vois, ça, c'est des exemples qui peuvent être intéressants. Et ensuite, ce qui peut être aussi super intéressant, si par exemple tu as choisi, comme moi, d'illustrer tes ancêtres par des personnages de cours, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a beaucoup de vallées. Et dans ce cas-là, on est sur des ancêtres à l'énergie jeune, à l'énergie peut-être beaucoup d'enfants, peut-être que parce que ça aussi c'est une de mes croyances, parfois on un ancêtre, même s'il a bien vécu, pourrait être représenté par un valet, parce que c'est le côté enfant de cet ancêtre que tu portes en toi, qui t'a été transmis, que ce soit bénéfique ou pas, tu vois? Et donc c'est pour ça que il faut pas être étonné que ce soit un valet qui représente un ancêtre qui a vécu jusque 80 ans, OK? Donc du coup, ce qui va être intéressant, si tu as choisi d'illustrer tes ancêtres par des personnages de cours, c'est est-ce que dans tes ancêtres, il y a beaucoup de rois qui ressortent? Est-ce qu'il y a beaucoup de reines qui ressortent? Est-ce qu'il y a beaucoup de valets qui ressortent? Ou alors, par exemple, beaucoup de bâtons, de coupes, etc., etc. OK? Ensuite, ce qui va être intéressant d'aller chercher, c'est de trouver les ancêtres alliés. Donc ça, il n'y a pas de recette miracle, c'est à toi de juger qui, dans tes cartes, avec les cartes qui ressortent, sont tes ancêtres alliés. Si, par exemple, aujourd'hui, tu cherches à être une femme indépendante qui vit seule, sans enfant, eh bien peut-être qu'une une ancêtre, un ou une ancêtre représentée par une reine de bâton, ça pourrait être une de tes ancêtres alliés. Parce que la reine de bâton, on l'a vu, c'est une femme indépendante qui accorde qui accorde plus de priorité à sa vie professionnelle qu'à sa vie personnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle vit pour son travail, mais c'est une femme, je trouve, qui va plutôt se choisir elle plutôt que quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est une femme qui va préférer de vivre sans enfant parce que elle vit pour sa passion. Elle vit pour voyager. Elle vit parce qu'elle veut une carrière qui lui demande
tout son temps. Hein, tu vois, c'est pas forcément mal. Hein, faut se sortir des clichés et arrêter de culpabiliser quand on a l'impression de pas être dans le cadre. C'est très très important, je trouve, pour faire ce genre de travail. Ensuite, ce qui va être intéressant d'aller voir, c'est quels ancêtres demandent à être libérés. Parce que je trouve que ça pourra être bénéfique pour toi, mais ce qui est aussi bien dans le travail avec les ancêtres, c'est d'aller répondre à leurs demandes et d'aller peut-être que nous, on a un rôle à jouer pour les aider à se libérer de quelque chose, pour eux, pour nous, et pour ceux qui seront là après, si jamais tu as des enfants, ou si jamais tu as des neveux et nièces et que tu leur transmets des choses, parce qu'indirectement, tu leur transmets des choses, même si c'est pas tes enfants en direct. Voilà. Et enfin, je trouve que pour terminer et clôturer le tirage, qui est super important, c'est d'aller tirer une carte et demander, une fois qu'on a notre étalement là, d'aller demander, moi, quel rôle est-ce que j'ai à jouer dans cet arbre généalogique? Quelle est ma place? Quelle est ma mission, si on veut? C'est un grand mot, mission, mais quel est le rôle que je joue dans cet arbre généalogique? Voilà, donc pour cet exercice qui est super intéressant, mais c'est quand même un travail de longue haleine à faire. Ça demande du temps et tu verras si tu testes beaucoup d'énergie aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler un petit peu te présenter des jeux aussi qui peuvent être sympas avec le travail des ancêtres. Donc on a ce jeu-là, qui est le Futur Ancestor Tarot de l'Exaluna Studio. Donc ça, si par exemple tu veux un jeu spécifique sur le travail des ancêtres, tu peux utiliser celui-là, mais je trouve qu'il est beaucoup plus sur un travail guidance des ancêtres. Tu vois, je trouve que par exemple pour cartographier et aller à la rencontre de tes ancêtres, c'est bien en fait pour aller creuser et avoir des guidances, des conseils, etc. Mais je trouve pas forcément pour faire le type d'exercice que je viens de te présenter. Alors après, tu peux, j'en ai fait quelques-uns avec lui, hein, mais j'avoue que je préfère utiliser un classique pour aller faire la cartographie de l'arbre généalogique. Mais ça, c'est un exemple de jeu. Ensuite, tu as le Ancestral Pass Tarot aussi, qui est sympa. Alors moi, je ne l'ai pas dans ma collection, mais c'est un jeu aussi qui est dédié au travail avec les ancêtres. Après, moi j'ai, alors c'est pas un tarot, c'est un oracle. J'ai le Memento Mori de Claire Goodchild, pardon. Goodchild, je sais plus prononcer son nom. Pack Ancestors and Advisor Pack, donc qui est une extension en fait du Memento Mori Oracle, mais uniquement pour le travail avec les ancêtres. Donc tu vois par exemple ici on a la carte de la petite fille, de l'épouse, de l'oncle, le cousin, lui ou elle, petit-fils, le père, tu vois. Ça va plus être par exemple quand tu veux, je sais pas, par exemple tu dis, tu mélanges tes cartes et tu demandes qui souhaite t'envoyer un message aujourd'hui, qui souhaite t'accompagner aujourd'hui. Hop, le frère. Donc ça peut être soit ton frère à toi, s'il est plus là, ou alors le frère, si tu dis bon bah, j'ai pas de frère, le frère de qui? Tu vois, le frère de qui? Le frère de ma grand-mère, tu vois? Et puis après tu prends ton tarot et puis là, ok, alors qui es-tu pour moi? Quel don ou quelle force m'as-tu transmis? Parce que on va pas forcément aller chercher avec la cartographie. Tu vas pas non plus remonter à 50 ans et du coup parfois
Ça permet de soit aller viser plus large ou soit aller viser plus haut dans le travail que tu peux faire avec tes ancêtres. Voilà. Ensuite, de quel jeu je peux te parler? Je peux te parler de celui-là, mais qui est plus un jeu pour travailler les annales akashiques, c'est les vies antérieures. Ça aussi, c'est un travail qui est super intéressant à faire. Donc, on sort un peu du cadre des ancêtres, mais là, ça parle des vies antérieures. Et en fait, ce jeu, il est super bien fait. Donc, c'est le Art History Tarot for Past Life. Et en fait, c'est une carte qui, chaque carte va représenter soit un lieu, soit une époque, soit une personne. Par exemple, là, on a la carte de l'épouse, qui est le 2 de coupe, et qui va représenter l'année 1830, tu vois. Et là, ça peut être super intéressant d'aller voir, dans une vie antérieure, qui est-ce que j'étais, à quelle époque je vivais, où je vivais, tu vois. Et ça aussi, c'est trop génial. Alors, pas quelque chose à faire tous les 4 matins non plus, hein, mais... Et ce tarot, il est très bien fait pour ça, puisque la créatrice s'est vraiment amusée, on va dire, à associer chaque carte de tarot à une époque, à un lieu, et elle a un livre en fait qui accompagne ce tarot. Il y a un oiseau qui vient de se prendre ma vitre. Et donc du coup c'est super intéressant d'aller voir ces associations aussi. Et donc en fait c'est un tarot qui est fait à base d'œuvres d'art de différentes époques et de différentes cultures du coup. Ça permet d'avoir un tarot super riche sur plein de domaines différents. Donc c'est un jeu que j'utilise pas tout le temps, hein, puis bien sûr, parce que je vais pas tout le temps aller ouvrir les annales akashiques, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Hop. Donc il arrive avec des tranches neutres, hein, mais moi je vais faire les tranches en noir, il est trop beau. Trop beau comme ça. Voilà, et alors un jeu oracle, ce n'est pas du tout un tarot, mais je pense que je vais l'utiliser pour le travail avec mes ancêtres. C'est celui-ci. C'est The Illuminated Deck of Holy Souls Oracle de Lindsay D'Amour Williams. Et donc je trouve que, comme en général les ancêtres accordaient beaucoup plus de place à la religion que nous pouvons faire aujourd'hui, enfin je trouve, hein, eh bien je pense que je vais demander des conseils, des guidances à l'aide des saints. Voilà, voilà. Je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur cette vidéo si jamais tu veux voir la présentation de ce jeu. Ensuite, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo thématique. Alors oui, par exemple, ce que je peux te conseiller comme livre, comme ressource, c'est ce tarot-là, Ancestral Tarot de Nancy Hendrickson, qui est vraiment une spécialiste du travail des ancêtres avec le tarot. Moi, ça m'a vraiment aidé à débuter mon travail. Et alors, j'essaye de te trouver le sommaire, mais je crois qu'elle a pas de sommaire en fait. Il n'y a pas de... Ah si, voilà. Bon, après, c'est en anglais, hein. Donc, voici la table des matières. Hop. Voilà, si jamais tu as envie de regarder de quoi ça parle. Et donc, voilà, il y a des tirages, des conseils, plein de choses comme ça. Donc sur ce, n'hésite pas à me partager tes ressentis sur cette vidéo.
Hésite pas à me poser tes questions si jamais il y a des choses qui sont pas claires, etc. Je pense vraiment que je vais mettre ce book à disposition parce qu'il y a plusieurs tirages que j'ai créés et que je t'ai pas présenté ici parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. On est déjà quasiment à 1 heure et demie de vidéo. Mais surtout, s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas à me poser tes questions et je répondrai avec plaisir. Donc je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!